Merci beaucoup, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment très très plaisir d'être là. Merci Karine pour les échanges et l'organisation. C'est vrai qu'on va continuer sur les émotions. D'abord le théâtre de la comédie. J'ai la chance d'habiter à côté et je peux que vous recommander d'aller effectivement au théâtre de la comédie. Et pour ce qui est des émotions, ce que j'ai prévu de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter un certain nombre de recherches, finalement, sur différents thèmes qui me semblent être parmi les thèmes les plus intéressants, les plus importants. J'ai mis mon chrono parce que sinon, je pourrais vous garder jusqu'à demain matin pour vous parler des émotions. Tellement de choses pourraient être dites et discutées et débattues. On n'a que 45 minutes, promis, je ne vais pas faire plus long. Et donc, j'ai choisi un certain nombre de choses dont je voudrais vous parler. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si important, si intéressant d'étudier les émotions ? Il y a un grand nombre de raisons. Il y en a 3 peut-être principales que je voudrais mentionner. Tout d'abord, les émotions, on le sait, ont un effet qui est important sur notre bien-être en général. C'est-à-dire que les émotions que l'on va ressentir vont déterminer à quel point est-ce qu'on se sent bien, notre qualité de vie. Donc les émotions ont un rôle au niveau de notre bien-être et notre santé mentale ou notre santé physique. Un autre rôle qui a été, lui, encore plus négligé, c'est l'étude du rôle des émotions sur le comportement humain et sur un grand nombre de processus cognitifs, et c'est surtout de cela dont je vous parlerai aujourd'hui, sur des mécanismes comme l'attention, la mémoire ou la prise de décision. On a longtemps cru que les émotions étaient plutôt néfastes, ces processus-là, et on va voir que même si parfois les émotions peuvent être négatives, très souvent, elles sont utiles. Et puis finalement, un autre grand domaine qui a été extrêmement longtemps étudié dans beaucoup de détails, c'est le rôle des émotions dans notre vie sociale. Donc comment est-ce que nous communiquons les émotions ? Comment est-ce qu'on peut avoir des influences émotionnelles des autres sur notre propre comportement ? Et ce que l'on voit, c'est que ces 3 grands domaines d'études se sont intéressés à différents types d'effets des émotions, que ce soit des effets facilitateurs, ou alors des effets plutôt néfastes d'interférence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas simplifier les choses, c'est-à-dire qu'il faut être dans la nuance. On ne peut pas dire que certaines émotions, comme la peur, la colère, seraient toujours négatives, et que d'autres, comme la joie, par exemple, seraient toujours positives. Donc ça dépend de quand on a l'émotion, à propos de quelle situation, de l'intensité de l'émotion. Donc on est obligé d'aller dans la nuance quand on s'intéresse aux émotions et aux effets des émotions dans notre vie quotidienne, dans notre société. Alors voilà le programme de la conférence. Tout d'abord, ce qui nous occupera peut-être le plus longtemps, c'est un peu l'objet, je dirais, principal, c'est de vous présenter la manière dont on étudie scientifiquement les émotions de nos jours en vous donnant une définition de la manière dont scientifiquement on étudie les émotions. Et ensuite, j'ai 2 exemples. Un premier exemple qui est l'effet de l'émotion sur l'attention et la mémoire, et un deuxième exemple qui est l'effet de l'émotion sur la prise de décision. Alors, je vais commencer tout de suite avec une... je suis désolé, les présentations un peu coupées, mais c'est pas très grave. Pour vous demander une définition des émotions. Première tâche qu'a un scientifique, finalement, c'est d'essayer de définir son objet d'étude. Alors, pas forcément avoir une définition toujours hyper explicite, mais en tout cas d'avoir une idée quand même de ce qu'il étudie. Et là, on a un premier défi, quand on étudie l'émotion, c'est la grande variété des phénomènes émotionnels que l'on peut ressentir. C'est-à-dire, si je vous liste les émotions que vous avez ici, alors la joie, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur, mais aussi la compassion, la pitié, l'admiration, le mépris, la honte, la fierté, la jalousie, l'émerveillement, etc. On pourrait faire une très très longue liste. Et du coup, on se demande comment est-ce qu'on peut trouver une définition qui permet de recouvrir l'ensemble de ces phénomènes qui pourtant paraissent si différents dans leur ressenti. Est-ce qu'on peut avoir une définition ? Alors, ici qu'on va relever ensemble, d'avoir une définition de l'ensemble de ces phénomènes. Alors, si je vous demande ce qu'est une émotion et que vous vous posez la question et que vous faites un peu d'introspection et que vous essayez de me donner une définition. Donc imaginez que, je ne sais pas, le petit Robert ou le Larousse vous demande d'écrire la définition émotion 2 points. Qu'est-ce que vous pourriez écrire ? Alors si vous réfléchissez, peut-être que vous vous retrouverez dans cette situation, c'est-à-dire que vous vous dites, je sais ce qu'est une émotion puisque j'en vis tout le temps, mais en fait, quand on vous demande de donner une définition, à ce moment-là, peut-être que vous ne savez plus. Et c'est probablement lié au fait que l'introspection
a beaucoup de limites, en fait, dans l'étude en général de la psychologie, mais notamment des émotions. Et on ne peut pas simplement utiliser son propre vécu pour définir son objet d'étude. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ensemble quelques exemples de situations émotionnelles, et puis qu'on essaye ensemble d'arriver à ce qui pourrait être considéré comme une définition scientifique de l'émotion. Okay ? Alors, je vais prendre quelques vidéos. L'objectif est aussi quand même de vous divertir ce soir et d'explorer ensemble plutôt des émotions positives. J'aurais pu choisir des émotions beaucoup plus difficiles, mais autant choisir des émotions positives. Mais avant qu'on présente ces vidéos ensemble et qu'on discute un peu de ce qu'est une émotion, je fais un tout petit exposé scientifique de la manière dont on a considéré les émotions. Je ne vais pas faire trop longtemps dessus, mais je pensais important quand même de le mentionner parce qu'il y a une très grande histoire de la compréhension des émotions. C'est-à-dire de très très loin, ce ne sont pas les neuroscientifiques de l'époque actuelle qui ont évidemment été les premiers à étudier les émotions. Et en fait, en philosophie antique, par exemple, il y a des théories très intéressantes, très sérieuses, très bien faites des émotions. Et en fait, la première définition des émotions telle qu'on l'utilise encore de nos jours, eh bien, on la doit à Aristote, qui avait déjà, dans sa définition des émotions, mis en avant une dimension qui est encore dans toutes les théories des émotions qu'on peut trouver, qu'on appelle la valence, c'est-à-dire que quand on a une émotion, il y a un ressenti agréable ou désagréable. Dans la conférence, souvent, je parlerai d'émotions positives ou négatives. Il n'y a aucun aspect normatif ou négatif dans le sens fonctionnel, c'est vraiment en termes de ressenti. Les émotions négatives, c'est des émotions qui sont désagréables à ressentir, comme la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, par exemple. Les émotions positives, que l'on appelle positives, sont les émotions agréables à ressentir, comme la joie, l'intérêt, la curiosité, l'émerveillement, etc. Et vous voyez que déjà, en fait, Aristote avait mis vraiment en avant cette idée que les émotions sont ou agréables ou désagréables. Mais évidemment, Aristote n'est pas le seul à s'être intéressé aux émotions. Et si je vous résume 2000 ans d'études des émotions en quelques étapes, je pense qu'il y a eu, parmi les étapes fondamentales, une étape quand même franchie par Descartes, qu'on a souvent accusé d'avoir une vision un peu négative des émotions. Je pense, si vous pensez au cartésianisme et au dualisme, etc., vous dites, oulala, Descartes, c'est quelqu'un qui vraiment pensait qu'il fallait se méfier des émotions, et le fameux débat entre la raison et les passions. En fait, Descartes a une vision qui est beaucoup plus nuancée que ça, et il a vraiment des passages dans son livre sur les émotions qui nous montrent à quel point est-ce qu'il considère que les émotions sont utiles et sont fonctionnelles. Parce que si vous ne le saviez pas, en fait, le dernier ouvrage de Descartes est un ouvrage sur les émotions. À l'époque, il appelait ça les passions, mais la manière dont il les définit, il les décrit, il les étudie, est vraiment la manière dont, de nos jours, on étudie les émotions. Son ouvrage, Les passions de l'âme, en 1649, a été vraiment important pour s'intéresser à l'utilité aussi des émotions. Et puis, celui qui est probablement à l'origine de l'étude scientifique actuelle des émotions, c'est un certain Charles Darwin. Vous connaissez la théorie évolutionnaire de Darwin. Il n'est pas forcément resté célèbre pour ses travaux sur les émotions, mais Darwin avait cette idée qu'il y a une continuité phylogénétique, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on fonctionne de la manière dont on fonctionne s'expliquent en tout cas en partie par la manière dont nos ancêtres fonctionnaient. Et en fait, Darwin a une théorie des émotions, et il a une théorie des émotions qui explique que les expressions des émotions que nous avons ont une fonction en interaction avec l'environnement. Et que la raison pour laquelle, quand on est en colère, on fronce les sourcils, ou quand on est content, on a le zygomaticus qui s'active, ou que quand on a peur, on a souvent les yeux grands ouverts, eh bien une raison fonctionnelle de la manière dont nos ancêtres interagissaient avec l'environnement. Et donc Darwin, dans son livre sur les émotions, l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, a vraiment lancé cette étude très fonctionnaliste, positive des émotions. Et au cours du siècle passé, en psychologie, en neurosciences notamment, il y a eu une grande période qu'on a appelée le behaviorisme, qui est une période durant laquelle on a finalement limité l'étude de la psychologie à l'étude du comportement. On s'est dit finalement, pour comprendre l'être humain, il faut comprendre avant tout son comportement et quels sont les stimuli qui déclenchent des réponses. C'est une grande époque, on a étudié le conditionnement, etc. Et puis dans les années 40, 50, alors que le behaviorisme commençait déjà à diminuer, et de nos jours, on trouve très très peu de behavioristes encore, il y en a encore certains, mais on en trouve beaucoup moins, est né un domaine fascinant dans les années 40-50 qu'on a appelé
la période du cognitivisme, où là, les psychologues, neuroscientifiques, chercheurs en intelligence artificielle, c'est la grande époque de la naissance de l'intelligence artificielle, ont étudié les processus psychologiques, sont intéressés aux représentations mentales et ont voulu comprendre la mémoire, le langage, la perception, beaucoup de mécanismes qui nous définissent, disons, en tant qu'humains. Et ces sciences cognitives sont toujours très présentes. Et la raison pour laquelle je me trouve devant vous ici, c'est que dans les années 2000 à peu près, il y a eu ce que certains ont appelé la révolution affective ou le tournant affectif, qui fait que dans un grand nombre de disciplines au niveau académique, dans les universités, des chercheurs, alors bien entendu en psychologie, en médecine, en neurosciences, mais aussi en histoire, en littérature, en économie, en sociologie, en informatique, ont réalisé qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre l'humain sans comprendre les émotions, et qu'on pouvait créer un nouveau champ qui a été appelé les sciences affectives. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'à Genève, on a été le premier centre finalement international de grande ampleur en 2005 à ouvrir, qui s'appelle le Centre interfacultaire en sciences affectives, justement, dans lequel on essaye de réunir le plus de disciplines possible pour étudier les émotions et les phénomènes affectifs. Donc on est dans cette période absolument passionnante, depuis une vingtaine d'années, où beaucoup de disciplines se réunissent pour mieux comprendre les émotions. Et c'est une période que certains ont proposé récemment d'appeler peut-être l'affectivisme. Donc il y aurait le behaviorisme, le cognitivisme, et peut-être que nous vivrions une période d'affectivisme, que ce soit en sciences, mais aussi, vous en avez peut-être rendu compte, en général dans la société, que ce soit en politique, que ce soit avec les médias sociaux. On vit des périodes dans lesquelles les émotions sont extrêmement présentes et les gens sont presque toujours pour ou contre quelque chose. Il y a une polarisation qui est souvent présente. Alors, essayons de comprendre ces émotions maintenant. Pour ça, j'ai une série d'exemples vidéo dans lesquels je vais vous demander, puisque c'est si difficile par pure introspection de définir ce qu'est une émotion, de vous positionner en spectateur, d'accord, externe, et puis d'essayer de repérer ce qui vous fait dire que la personne sur la vidéo a une émotion. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une émotion? Alors, je vais commencer avec cet exemple. Prenons ce petit garçon, on va l'appeler Bill, si vous voulez bien. Et puis, je vais vous demander de me dire, alors on ne va pas vraiment avoir le temps de faire un tour de table, mais en tout cas, réfléchissez pour vous-même, qu'est-ce qui vous permet de dire que Bill a une émotion? Ok? Ah. Ça vous met de bonne heure en plus, ça a une double fonction. Ok, super. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que Bill a une émotion? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y a des aspects qui vous font repérer? Oui. Les yeux. Alors, il y a les yeux, ok. Peut-être quelque chose d'encore plus marquant que les yeux. Il bouge les mains et il a une expression faciale, il s'agite, il rigole, donc il y a le rire. En fait, il y a tout ce qu'on va appeler l'expression motrice. D'accord? Ça peut être les yeux, ça peut être les mains, ça peut être la posture, ça peut être le visage, ça peut être la voix. C'est aussi moteur, les cordes vocales. Et donc, en fait, c'est déjà une composante clé des émotions, que Darwin a beaucoup étudiée d'ailleurs, c'est l'expression émotionnelle. Mais vous voyez que cette expression émotionnelle, qui est évidente ici, elle est déclenchée par quelque chose. C'est ce processus d'élicitation, justement, en anglais elicitation, qu'on traduit par élicitation ou déclenchement. Et ça, c'est un point clé et qui est peu étudié. Et vous pouvez imaginer, vous rappeler n'importe quelle émotion que vous avez eue. En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas juste eu une émotion, mais vous avez eu une émotion déclenchée par une situation. C'est un point qui est très important parce que, contrairement aux humeurs, par exemple, les émotions restent rattachées à l'objet qui les a déclenchées. Dire la dernière fois que vous avez eu peur, par exemple, vous n'avez pas juste eu peur, vous avez eu peur de quelque chose, un danger probablement. La dernière fois que vous avez été triste, vous n'avez pas juste été triste. Vous avez été triste à cause de quoi? Je parie que c'était une perte. Vous avez perdu quelqu'un ou perdu quelque chose à quoi vous teniez. La dernière fois que vous avez été en colère, vous n'étiez pas juste en colère, vous étiez probablement en colère à cause d'une injustice, je prédis, ou alors à cause d'une insulte ou d'une offense. En fait, on réagit à des situations qui déclenchent
cette réaction. Et ce processus-là de déclenchement, il est passionnant, et notamment parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a de grandes différences entre les gens. La même chose qui se passe peut déclencher de la tristesse chez quelqu'un, de la colère chez quelqu'un d'autre, et de la peur encore chez une autre personne. Donc il faut comprendre ce déclenchement. Donc déjà, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a le déclenchement et il y a l'expression ici motrice. Alors Bill a un peu grandi, mais Bill est toujours le genre de personne qui peut assez facilement partir dans un éclat de rire, vous en souvenez peut-être. Alors je vous pose la même question, essayez de repérer cette fois 2 composantes, on va essayer de trouver 5 composantes de l'émotion, d'accord ? On a trouvé 2 composantes, l'expression motrice et puis le déclenchement. Essayez d'en repérer au moins une 3e, et essayez déjà de repérer le déclenchement et l'expression. Я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Alors, est-ce que vous avez réussi à repérer d'autres aspects donc le déclenchement, ok. Il y a une situation. Vous m'entendez si je me balade? Non. Ok. Bon. Alors, donc il y a une interaction. C'est bien parce que Yeltsin dit quelque chose que Clinton se marre. Exactement. Il a dit quelque chose, en fait, il a répondu à des journalistes, quelque chose que Clinton n'aurait jamais osé répondre aux journalistes, et puis ça a déclenché cette réaction. Donc il y a le déclenchement, il y a l'expression motrice, on est d'accord, elle est évidente. Et puis, je ne sais pas si vous regardez son visage, la couleur, par exemple, ouais. Les larmes, ok. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction corporelle, psychophysiologique, c'est-à-dire que quand on a une émotion, et vous le savez, on peut avoir de la sueur, on peut devenir tout rouge, tout blanc, on a le cœur qui peut s'accélérer, on peut avoir la respiration qui change, on peut avoir une boule dans l'estomac. En fait, on a une réaction qu'on appelle du système nerveux périphérique, et notamment le système nerveux sympathique qui va décharger. Et quand on a une émotion intense, en fait, on peut aussi la mesurer, du coup, en laboratoire, c'est pratique, en mesurant la quantité de sueur, en mesurant la dilatation de la pupille, en mesurant la fréquence cardiaque. Et donc, c'est une 3e composante de l'émotion, c'est la réaction psychophysiologique, la réaction corporelle. Alors, une autre composante encore de l'émotion, c'est une composante qu'on retrouve chez toutes les espèces vivantes, c'est ce qu'on appellera la tendance à l'action. C'est-à-dire que quand on a une émotion, en général, on va avoir tendance à s'approcher ou à éviter une situation. C'est-à-dire ici, par exemple, ce que vous avez, je vais essayer de voir si j'arrive à... Voilà. Donc ici, vous avez quelqu'un qui va évaluer une situation, évaluer une fleur, ça va déclencher une réaction, et dans cette réaction, il y a une expression motrice, on peut imaginer que son cœur s'accélère, puis elle a tendance à s'approcher du coup de la fleur. Et en fait, les émotions agréables, en général, ont comme conséquence qu'on a plutôt tendance à s'approcher, soit physiquement, soit même symboliquement, de la situation qui a déclenché cette émotion positive. Et puis voilà pour une émotion négative. Donc quelle émotion vous diriez qu'il ressent, ce monsieur ? Du dégoût, d'accord. Donc vous voyez que dans le dégoût, c'est très différent. Le dégoût, c'est vraiment une émotion qui est associée à une tendance à l'action d'évitement. Une autre émotion qui est associée à l'évitement, ce serait laquelle, vous diriez ? La peur. Voilà. La peur, typiquement, c'est une émotion qui est associée à une tendance à l'action de protection, c'est-à-dire qu'on veut éviter la menace, soit en s'enfuyant, soit en combattant, soit en s'immobilisant. Mais donc, on a aussi cette tendance à l'action qui est importante. Et ici, vous pourriez repérer effectivement tous ces aspects-là, le déclencheur, l'expression motrice qui est assez claire. Si on mesurait, on verrait probablement une accélération cardiaque. Et puis, il a cette tendance à éviter. Donc, on a déjà 4 composantes ici de l'émotion. La 5e composante, elle est très difficile, voire impossible à observer. C'est ce qu'on appelle le ressenti. C'est la différence entre le feeling et l'emotion en anglais. C'est-à-dire que quand on a une émotion, très souvent, on en prend conscience et on peut être capable de verbaliser. C'est-à-dire qu'on peut être capable de dire « je me sens amoureux, amoureuse, je me sens triste, je me sens joyeux, je me sens en colère ». Et ça, c'est une composante qui est la plus étudiée d'un point de vue opérationnel, parce que c'est le plus simple de demander aux gens comment ils sentent,
Mais c'est très très difficile évidemment d'avoir accès à la conscience émotionnelle et à ce que quelqu'un ressent de manière intime, de manière très subtile, au plus profond de lui-même. Mais ça reste évidemment quelque chose de fascinant à faire. Donc si je prends un exemple, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, si vous avez vu récemment un match. Là, vous avez une expression motrice qui est extrêmement intense. Hein. Alors, on peut observer ce qui s'est passé. D'accord. C'est vraiment un cas d'école pour l'étude des émotions, parce qu'il y a eu un déclencheur. Vous vous souvenez ce qui a déclenché cette émotion? Alors, en fait, l'équipe adverse a manqué un penalty voilà. Et du coup, il y a un déclencheur, du coup, il y a une expression, on pourrait probablement mesurer une réaction physiologique extrêmement forte, il y a un ressenti, etc. Mais cette émotion que Mbappé a ressentie, tout le monde ne l'a pas ressentie, d'accord? Vous vous souvenez peut-être de l'émotion que lui avait eue? C'est pas du tout la même, Et ça, c'est un point extrêmement intéressant pour l'étude des émotions, c'est la subjectivité de l'émotion. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, eh bien, vous pouvez avoir, pour une même situation, quelqu'un qui va ressentir une émotion très positive, très intense, puis quelqu'un d'autre qui va ressentir une émotion négative, très peu intense. Ce que je vous dis, ça peut paraître vraiment trivial. Dans le sport, alors je prends l'exemple du foot parce qu'on est en plein dans cette Coupe du Monde, il se passe exactement la même chose, d'accord? Vous avez des personnes qui sont dans un stade ou qui sont chez eux, et vous avez pour un même événement la moitié du monde qui va être contente, et l'autre moitié du monde, enfin j'exagère évidemment, qui va être en colère ou triste. Pourtant, ce qui s'est passé, c'est la même chose. C'est un but qui est arrivé à un endroit. Donc ce qui arrive sur la rétine, c'est exactement la même chose. Par contre, ensuite, eh bien, il faut comprendre les mécanismes qui font que les émotions peuvent être très différentes. Et vous voyez l'implication que ça peut avoir dans notre quotidien les uns les autres, parce qu'on peut être ensemble, même évidemment entre amis, en famille, et puis il y a un thème que tout le monde a l'impression de percevoir de la même manière, mais qui pourtant peut déclencher des émotions radicalement différentes, même autour de la même table. Alors je ne vous demande pas ce que vous avez ressenti dans ces situations-là, et puis surtout dans cette situation-là, je ne vous demande vraiment pas. Mais probablement que les Portugais et les Suisses n'ont pas ressenti exactement les mêmes émotions. Alors je prends un petit détour, un peu par analogie, pour juste que vous puissiez prendre conscience de cette puissance un peu des différences de perspective par rapport à un même événement. Nous, on parlait des émotions, mais dès la perception, en fait, il peut y avoir des différences entre les gens. Par exemple, là, j'ai deux propositions que je peux vous faire, 2 illustrations, qui montrent que pour un même phénomène physique, on va percevoir des choses potentiellement différentes et qu'on a même du mal à accepter que d'autres perçoivent quelque chose de différent. Et donc, si c'est vrai pour la perception, imaginez ce que c'est pour les émotions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez par cœur déjà ça ou si vous ne l'avez jamais vu. Vous allez voir une jeune femme danser et puis je vais vous demander dans quel sens est-ce qu'elle tourne. Vous pouvez la voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre le sens des aiguilles d'une montre. Je vais vous demander simplement de lever la main si vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc comme ceci. Allez-y. Alors qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Qui la voit tourner dans l'autre sens, dans le sens inverse? D'accord. Et qui, au bout d'un moment, l'a vu tourner dans l'autre sens d'un coup? Je vous promets que rien n'a changé, c'est exactement la même chose qui est à l'écran, mais simplement, vous pouvez la voir tourner dans un sens ou dans l'autre. Et si vous fermez les yeux et que vous regardez à un autre moment, peut-être vous la verrez tourner dans l'autre sens. Pourtant, physiquement, c'est exactement la même chose. Je vous aide un petit peu si vous voulez la voir tourner dans tous les sens qui vous font plaisir. Il suffit en fait de regarder. En fait, ça dépend globalement de où votre regard va se poser sur quelle jambe au début. Et vous pouvez faire l'exercice, soit vous regardez la jambe droite, soit vous regardez la bleue ici, soit la rouge, soit la bleue, c'est plus simple de dire comme ça. Et vous allez la voir tourner dans d'autres sens. Alors que c'est la même chose. Et là, on est seulement au niveau perceptif. Donc imaginez dès qu'on va mettre des processus motivationnels ou cognitifs. Autre exemple perceptif que j'aime bien, vous avez un métro qui arrive ici dans une gare ou qui part de la gare. Donc je vais vous demander de me dire si vous voyez le métro qui entre ou qui sort. D'accord ? Donc est-ce que vous voyez le métro entrer, donc qui viendrait de la gauche vers la droite, d'accord ? Qui le voit entrer dans la gare ? Qui le voit sortir ?
Tous les autres. Ah, ok. D'accord, bon. Alors, regardez maintenant en haut à droite, ou regardez en bas à gauche, et probablement que vous le verrez soit entrer, soit sortir. Ça marche ? Ouais. Pourtant, évidemment, c'est la même chose qui est présentée. Alors, c'est évidemment une analogie. Là, on ne parle pas d'émotion, mais c'est pour que vous puissiez simplement faire l'expérience de ces différences interindividuelles face à un même stimulus, face à une même situation. Alors, on va maintenant entrer dans un peu plus de détails par rapport au modèle des émotions en psychologie et en neurosciences. D'abord, sur cette question de la subjectivité. Si jamais je vous présente cette petite photo et que vous regardez cette photo, est-ce que je peux vous demander quelle émotion vous ressentez ? C'est chou, ça compte comme une émotion. Exceptionnellement, c'est chou, ok. Quelle autre émotion vous pourriez dire ? Tendresse, ouais, tendresse. D'accord. Ok. Plutôt une émotion agréable, chaleureuse, positive, ok. Maintenant, cette petite fille, quelle émotion elle ressent, vous direz ? Ouais, je pense, hein, ouais. Si vous deviez donner une émotion, qu'est-ce que vous diriez ? Jalousie ? Frustration, d'accord. Ok. Alors déjà, vous voyez, c'est juste un exemple, mais parmi un très très grand nombre évidemment d'exemples que vous pouvez aussi imaginer, où il y a cette subjectivité. C'est-à-dire, le même événement se passe, ce qui arrive sur votre rétine, c'est très proche de ce qui arrive sur la rétine de la petite fille, et pourtant la réaction est radicalement différente. Et l'autre raison pour laquelle j'aime bien cet exemple, c'est qu'imaginez maintenant que je vous ai montré que son visage. Okay ? Si je vous avais montré que son visage, eh bien plus personne n'aurait dit jalousie. Parce qu'en fait, quand on voit juste l'expression faciale, on ne reconnaît pas de la jalousie. Parce que finalement, on utilise, quand on veut reconnaître une émotion, une situation dans toute sa complexité. Et ça, c'est vraiment un conseil, à la limite, que je peux vous donner, c'est de se méfier d'une trop faible quantité d'informations pour vraiment reconnaître l'émotion de quelqu'un. Et notamment, si vous connaissez bien la personne, toute information que vous pouvez avoir sur la situation qui est à l'origine de l'émotion peut vous aider à vraiment reconnaître l'émotion que ressent la personne, parce que ce soit l'expression vocale, faciale, posturale, eh bien, on est très limité pour vraiment reconnaître l'émotion. Donc, faire des inférences de toute la situation, c'est une meilleure manière de reconnaître les émotions. Alors, si on accepte que cette petite fille ressent une émotion, que ce soit de la colère, de la frustration, de la jalousie et autres, comment est-ce qu'elle est déclenchée ? Eh bien, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours quelque chose qui est à l'origine de l'émotion. Il y a un objet, il y a un événement déclencheur. Donc il y a un événement, elle a vu, sa meilleure amie embrasser son amour, disons. J'invente, mais ça pourrait fonctionner. Donc ça, c'est l'événement. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elle est fâchée alors que nous, on est attendris ? C'est parce qu'en fait, on n'a juste pas du tout les mêmes motivations à un moment donné qu'elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a tout un vécu, toute une expérience, et elle va percevoir cette situation en fonction de qui elle est à un moment donné, de ses buts du moment, de ses intérêts du moment, de ses valeurs du moment. Et ça va très très loin parce que nos valeurs politiques, par exemple, ou nos valeurs esthétiques, nos valeurs morales, vont nous faire évaluer des situations différemment d'autres personnes qui ont d'autres valeurs politiques, d'autres valeurs morales, d'autres valeurs esthétiques, même si on vit le même événement. Et c'est toujours, du coup, cette rencontre entre une situation et des motivations, pour utiliser le terme le plus général, qui va être à l'origine de l'émotion. Donc, non, l'émotion n'est pas un réflexe, c'est-à-dire que l'émotion ne va jamais fonctionner comme un réflexe, sauf éventuellement peut-être dans des cas extrêmement rares, mais il y a toujours une petite fenêtre cognitive d'interprétation de la situation qui est à l'origine de l'émotion. Et puis, ce que la recherche en sciences affectives et en sciences cognitives a vraiment ouvert comme avenue de recherche, c'est l'étude des effets positifs ou parfois négatifs des émotions sur la cognition. Et là, la recherche s'est rendue compte que l'émotion avait beaucoup d'effets sur les processus liés à la connaissance, que ce soit l'acquisition de connaissances, comme par exemple la perception ou l'attention, que ce soit la consolidation de connaissances avec la mémoire ou des processus d'apprentissage, ou l'utilisation de connaissances avec la prise de décision. Et ce seront des exemples que je prendrai dans un instant. Je vous parlerai d'attention et de prise de décision. Et donc, si je résume, eh bien, l'émotion, on a tendance à la considérer de nos jours comme un ensemble de 5 composantes qui peuvent être étudiées séparément l'une de l'autre,
mais qu'on gagne à étudier ensemble, avec une première composante qui est le déclenchement, et puis 4 autres qui font partie de la réponse. L'expression motrice, la réponse périphérique, la tendance à l'action et le ressenti subjectif. Donc si, ce soir, à l'apéro, la chose que vous retenez de cette conférence, c'est qu'on gagne à comprendre l'émotion, non pas comme un tout unitaire, mais comme 5 aspects différents qui interagissent, moi je serais ravi, j'aurais réussi ma soirée. Je pense que c'est un message très important de considérer l'émotion comme un ensemble de 5 composantes. Et du coup, on a la définition qui est celle qu'on utilise pour nos recherches, qui est la définition suivante. L'émotion, c'est un processus rapide qui va durer quelques secondes ou quelques minutes. Au-delà, en général, on ne parlera pas d'une émotion. On parlera volontiers d'une humeur, par exemple, si ça dure dans le temps. Mais l'émotion est assez brève, notamment parce que si elle durait trop longtemps, elle épuiserait l'organisme. Elle est rapide, elle est toujours focalisée sur un événement. Autre take-home message, comme on dit en bon français, important, c'est que l'émotion est toujours à propos de quelque chose. Et puis, elle est constituée des 2 grandes étapes dont j'ai parlé. Le mécanisme de déclenchement, qui est vraiment fondé sur la pertinence motivationnelle. Il n'y a que ce qui est important pour vous qui peut déclencher une émotion. Au point que les émotions sont parfois appelées des détecteurs de pertinence, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui a une émotion authentique, ça veut dire qu'il est en train de vivre quelque chose d'important pour lui. D'ailleurs, on utilise dans notre quotidien les émotions des gens pour se rendre compte ce qui est important pour eux et ce qui compte pour eux. Donc c'est un détecteur de pertinence motivationnelle. Et puis ce détecteur de pertinence motivationnelle, il est à l'origine d'une réponse que l'on peut mesurer du coup en laboratoire, dans les recherches. La réponse, la tendance à l'action, la réaction physiologique, l'expression motrice et puis le ressenti. Alors comment est-ce qu'on essaye de mesurer ces 5 composantes en laboratoire? On a beaucoup de matériel, on a beaucoup de chance, notamment à l'Université de Genève, d'avoir vraiment des outils et des méthodes développées pour étudier les émotions. Notamment, on a 2 laboratoires de recherche. On a au CMU, le Brain and Behavior Laboratory, qui est, disons, co-dirigé principalement par la psychologie et par la médecine. Et puis, on a, là où notre centre est situé, donc le CISA, on est situé au Campus Biotech, qui est un centre de recherche qui est situé vers la Perle du Lac, si vous voyez, où on a aussi tout le matériel disponible pour faire ce type de recherche, avec notamment, pour ce qui est des neurosciences, un IRM fonctionnel qui permet de mesurer ce qui se passe dans le cerveau quand on a une émotion, de l'EEG qui permet d'avoir une bonne idée du décours temporel des processus émotionnels. Ça, c'est un petit peu comme un détecteur de mensonges, si vous voulez, c'est-à-dire on peut mettre des capteurs au niveau cardiaque, au niveau de la sueur, au niveau de la respiration, pour essayer de mesurer ces réactions physiologiques et émotionnelles. Et puis quelque chose auquel je crois beaucoup dans l'avenir, c'est un système de réalité virtuelle, parce que, pour rien vous cacher, mais ça reste entre nous, c'est pas si facile que ça d'étudier les émotions en laboratoire. Parce qu'en fait, il faut induire des émotions, si possible authentiques, si possible assez intenses. Et en labo, un participant qui vient, c'est pas forcément là où il va se laisser aller à avoir des émotions aussi intenses et authentiques qu'on aimerait. Donc on a plein de méthodes. Les films, ça marche assez bien. Les photos, la musique, très bonne manière d'induire des émotions. Les épisodes autobiographiques, se souvenir d'événements de vie émotionnels, ou imaginer des choses qui pourraient arriver, ou la fiction, lire des textes par exemple. Et quelque chose qui fonctionne aussi très bien, c'est les odeurs et les goûts. Et on a développé depuis 2005 un partenariat avec Firmenich pour créer des odeurs et étudier le rôle des émotions déclenchées par les odeurs. Et par exemple, en réalité virtuelle, on a un système qui permet aussi d'avoir des odeurs quand les participants sont dans des scènes comme ça virtuelles. Donc c'est une manière parmi d'autres d'étudier les émotions. Et du coup, si on essaye de cartographier les émotions au niveau des activations cérébrales, on voit qu'il y a beaucoup de régions dans le cerveau pour lesquelles les émotions sont importantes, et que donc il n'y a pas seulement des régions très ancestrales qui sont importantes pour les émotions, mais aussi des régions beaucoup plus récentes dans le cerveau. C'est juste pour que vous ayez une idée très générale, toute région que vous voyez colorée, d'accord, ici ou ici, sont des régions qui jouent un rôle dans les émotions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un centre des émotions dans le cerveau, mais qu'il y a beaucoup de régions qui interagissent entre elles pour générer les émotions et pour réguler les émotions. Alors je vais maintenant passer rapidement, avec peut-être 5-6 minutes par point, sur d'abord les émotions et l'attention. Je ne résiste pas de vous passer cette petite vidéo pour vous montrer à quel point est-ce que nos ressources attentionnelles sont limitées.
Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, si vous la connaissez. Je vais vous demander d'observer simplement cette vidéo de manière aussi attentive que vous écoutez cette conférence. D'accord ? Je vous passe la petite vidéo, puis après on en discute. C'est en anglais, mais c'est pas important ce qu'il dit, d'accord ? Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Ok. Est-ce que vous avez repéré des choses bizarres ? Est-ce que vous avez vu des changements dans la scène au cours ? Oui ? L'ours a été transformé. Quoi d'autre ? Le majordome a changé ce qu'il avait dans les mains. Ça fait 2 choses. Est-ce que vous avez vu d'autres choses ? Ok, l'horloge, bravo. Ouais. Donc on est quand même nombreux, hein, puis on a repéré 4, 5. Soyons hyper généreux. Mettons 6, 7, 8 changements. Il y avait 21 changements, y compris des changements qui vont vous surprendre énormément. Par exemple, l'enquêteur, il change de manteau. Vous allez voir. Le cadavre est complètement échangé, c'est plus la même personne. Le tapis change, il y a énormément de changements. Je vous montre maintenant avec les changements. C'est une caméra à l'extérieur qui filme la scène. Oups, désolé. Je vais essayer de vous la remettre. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe. Ah. Intéressant. Vous pouvez relancer ? Ah, attends, non, ça va pas être ça. Ben, je monte et je reviens. Clearly, somebody in this room... Away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Regardez ce manteau. Moi, c'est ça qui m'a le plus étonné. Le cadavre qui change. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, vous avez vu, c'est assez remarquable, c'est-à-dire qu'en fait, même on a l'impression qu'on a tout suivi, on rate énormément de choses. Ça s'appelle l'attention. Et en fait, parce que nos ressources attentionnelles sont très limitées, il y a énormément d'informations qui nous échappent. Et là, c'est là où c'est très intéressant, c'est que notre cerveau a en quelque sorte permis à un système attentionnel d'évoluer, qui est un système fondé sur les émotions. Et en fait, les stimuli dits émotionnels sont des stimuli qui vont être en principe beaucoup plus facile d'accès à votre attention. Donc en fait, on va orienter notre attention vers les stimuli qui sont soit positifs, soit négatifs. Et la recherche montre assez clairement maintenant que quand un événement ou un stimulus a une forte valeur affective, on a notre attention qui va être orientée, ce qui donnerait une certaine priorité en fait, au traitement pour les stimuli qui nous touchent, qui sont importants pour nous. C'est vrai pour l'attention et c'est aussi vrai pour la mémoire.
Est-ce que certains d'entre vous se rappellent ce qu'ils étaient en train de faire assez précisément le 11 septembre 2001, au moment où vous avez appris pour les attentats? Est-ce que vous pouvez lever la main, celles et ceux qui s'en souviennent? OK. Maintenant, levez la main, celles et ceux qui se souviennent ce qu'ils faisaient le lendemain à la même heure. Ah ah. OK. D'accord. La veille à la même heure? Il y en a beaucoup moins, d'accord? Eh bien, on pense que c'est grâce aux émotions ressenties à ce moment-là qu'il y a eu un encodage en mémoire qui a été beaucoup plus fort et que du coup, même maintenant, vous êtes capable de vous rappeler ce que vous faisiez. Alors que finalement, ce que vous faisiez la veille ou le lendemain était probablement moins émotionnel et donc on s'en rappelle moins, alors qu'on ne peut pas l'expliquer par la distance temporelle. C'était de toute façon il y a 20 ans. Et là, la bonne nouvelle, c'est que cet effet de l'émotion sur la mémoire, il est vrai pour les événements négatifs, et malheureusement, ça a comme conséquence, par exemple, le stress post-traumatique, mais il est vrai aussi pour les événements positifs, c'est-à-dire que si vous vous souvenez d'événements de vie très agréables, ben, probablement que vous avez aussi les détails qui peuvent vous revenir. Donc à la fois les événements agréables et désagréables. D'un point de vue, disons, un tout petit peu technique, il y a 3 grandes étapes dans la mémoire et on pense que chacune des 3 étapes est affectée par l'émotion. Et une des raisons, c'est la proximité au sein de notre cerveau entre l'amygdale cérébrale, qui est cette région-là, qui porte son nom de par sa forme en amande, c'est pour ça que ça s'appelle amygdale. Elle est très proche de l'hippocampe, qui est une région très importante pour la mémoire. Et en fait, elles sont vraiment connectées très fortement l'une à l'autre. Et donc, il y a un effet de mécanisme impliqué dans les émotions sur les mécanismes impliqués dans la mémoire. Et les recherches suggèrent que dans les 3 grandes étapes de la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de nos épisodes de vie, de notre propre expérience, que ce soit à l'encodage, c'est-à-dire au moment où vous traitez l'information, par exemple, ce soir, vous encodez des éléments de la conférence, mais certains, évidemment, seront oubliés. Je pense que peut-être vous vous rappellerez de certains éléments, mais vous aurez probablement oublié la couleur de ma chemise. Bon, peut-être pas maintenant que je vous l'ai montré, mais sinon, vous n'en serez probablement pas rappelé. Donc, et ça, c'est lié à ce filtre attentionnel dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses auxquelles on ne va pas forcément faire attention, et donc on ne va pas s'en rappeler. Mais à l'encodage, on va avoir une facilitation par l'émotion. Et ensuite, ce soir, vous allez rentrer à la maison, peut-être regarder le match ou faire d'autres choses, je ne sais pas, et puis cette nuit, vous allez dormir. Demain matin, il y aura encore plus de choses que vous aurez oubliées de la conférence, mais certaines choses vous en rappellerez. Parce que pendant la nuit, vous aurez sélectionné certaines informations, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Avec le temps qui passe, on va consolider des informations. Et puis, peut-être dans une semaine, vous allez croiser quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai pas pu aller à la soirée des alumni, est-ce que tu y es allé? Oui, c'était super. Et de quoi tu te rappelles ?» Et puis là, vous allez peut-être vous rappeler de certaines choses de la conférence. Et là, à nouveau, probablement, l'émotion que vous ressentez peut avoir un effet sur aller à la pêche au souvenir. Donc en fait, l'émotion a vraiment une relation très très forte avec les processus mnésiques dans ces 3 grandes étapes. Donc vous voyez, ça c'est un effet très fort des émotions sur la cognition. Et puis, je vais conclure avec cette dernière partie qui s'intéresse aux effets de l'émotion sur la prise de décision. L'idée du petit exemple que j'ai ici, c'est d'aborder un point avec vous qui est celui des conseils que vont nous donner nos amis quand on doit prendre une décision importante. Je ne sais pas pour vous, mais en principe, quand on doit prendre une décision importante, vous avez toujours un ami qui vous dit « Ah là, tu dois prendre une décision importante, surtout mets tes émotions de côté. » Mais vous avez un autre ami qui va vous dire « Tu dois prendre une décision importante, écoute tes émotions. C'est elles qui vont te guider. » Non ? Vous les avez aussi, ces amis-là ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il faut écouter ses émotions pour prendre une décision ou au contraire, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Bien, la réponse, elle est nuancée et elle est de se dire qu'en fait, vos 2 amis ont raison. Donc vous pouvez aller prendre un verre tous ensemble parce que ça va dépendre des émotions dont on parle et des familles des émotions qui sont concernées. Et plus techniquement, ce qu'on verra, mais je vous donne déjà la réponse, quand on parle des émotions dites incidentes, on va voir ce que c'est, il faut s'en méfier en général. Quand on parle des émotions dites intégrales, on verra ce que c'est, elles peuvent être très utiles. Donc ça dépend des catégories d'émotions qui sont concernées. Ça, je vais passer juste pour... Ah, est-ce que je passe ? Est-ce que vous me donnez 10 minutes ? Ouais ? Oui, ça marche. Désolé, j'avais anticipé, mais voilà. Là, c'est une tâche de prise de décision qui est extrêmement intéressante, où vous avez
des enfants qui doivent prendre une décision assez complexe parce que, évidemment, ils ont envie du petit jouet que vous voyez ici, mais en même temps, c'est une situation ambivalente parce que s'ils avancent, ils ont l'impression qu'ils vont tomber, parce qu'il y a une sorte de falaise visuelle, ça s'appelle, un visual cliff, où ils ont l'impression qu'ils vont tomber. Par contre, s'ils touchent, ils voient que c'est sécurisé parce qu'il y a un plexiglas. Quand même, les psychologues ne sont pas cruels, il y a un plexiglas, donc l'enfant ne tomberait pas. Et la question, c'est quand l'enfant doit prendre la décision d'aller chercher ou non le jouet, comment est-ce qu'il va utiliser les émotions de son environnement? Alors, notamment, les émotions de sa maman, qui est ici, qui va soit exprimer une émotion positive, rassurante, soit exprimer une émotion de peur, vous allez voir. Et la réaction, elle est très intéressante sur l'effet, du coup, de la reconnaissance de l'émotion de sa maman sur sa propre prise de décision. Je vous mets la petite vidéo, elle est magique. The nonverbal communication of the baby towards the parent and the parent towards the baby. Therefore, I thought that emotions were a royal road, one royal road, to the study of the baby's development. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface, but halfway across is a visual cliff, which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues, so it's perfectly fine to proceed. Donc, vous voyez l'ambiguïté But the de la baby situation. isn't so sure. And this is a big drop for a baby just starting to crawl. Donc l'hésitation, She wants to get across to get the toy, il y a la récompense. but she's cautious and looks to the opposite end of the table where her mother is. The parent is instructed to smile or make a fear face. If the mother is posing a fear face, the baby typically does not cross this stair-step downward, this modified visual cliff or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a nonverbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child is much more likely to cross over to her. Ça en dit beaucoup aussi sur le rôle de nos propres expressions émotionnelles, hein, sur la manière dont les autres se comportent. Ce que ça nous dit aussi, c'est que finalement, la reconnaissance des émotions, elle est automatique. Vous voyez, dès 1 an, ces enfants sont capables de faire des inférences sur comment ils doivent se comporter grâce à des expressions faciales émotionnelles. Alors, ça fonctionnait très bien quand c'est la maman, ça fonctionne beaucoup moins bien si c'est d'autres personnes, ce qui nous dit aussi beaucoup de choses sur l'importance de la relation de confiance qui peut s'établir quand on veut utiliser les émotions des autres. Et donc, ces émotions qui vont jouer un rôle dans la prise de décision, elles vont jouer en fait un rôle dans un très grand nombre de décisions qu'on doit prendre dans notre vie. Il y a des cas où on se dit toutes et tous, c'est évident que là, nos émotions doivent jouer un rôle, il faut les écouter. Je pense que dans un cas comme ça, avec une décision aussi importante, qui dirait qu'il ne faut pas écouter ses émotions? D'accord, elles jouent un rôle important. Pareil, si vous allez prendre un verre avec des amis, ce serait bête de se dire on va plutôt aller avec des gens pour qui on n'a pas spécialement d'émotion, plutôt que écouter une émotion positive pour accepter ou négative pour refuser. Là où il y a plus de débat, c'est, je ne sais pas si vous allez voir votre banquier et puis qui vous propose d'investir d'une certaine manière en prenant un risque ou non. Est-ce qu'on a envie que ces émotions du banquier dirigent sa décision? Pourquoi pas, mais en tout cas, il y a peut-être plus de débat. Dans les décisions morales, est-ce que finalement, nos jugements moraux sont la cause ou la conséquence des émotions qu'on ressent? C'est une grande question. Quand on choisit un parfum, est-ce que dans un magasin, est-ce qu'on utilise nos émotions, par exemple de plaisir, pour prendre la décision? Probablement que oui, et ça fait sens. Bref, on a plein de situations dans nos vies, quand on va au restaurant et qu'on choisit ce qu'on va manger. Pour les votations, les émotions dans le processus de votation, il est fascinant et il est très complexe et très présent, les émotions en politique. Je ne vous parle même pas du rôle des émotions dans les prises de décision sanitaires, parce qu'on pourrait aussi, évidemment, en parler beaucoup. Et j'ai un collègue, Tobias Broch, par exemple, qui s'est spécialisé dans l'étude du rôle des émotions dans le comportement durable dans le cadre du changement climatique, parce que là, évidemment, les prises de décision qu'on va faire peuvent être très fortement liées à nos émotions, liées à l'anxiété, par exemple l'éco-anxiété, ou à l'espoir. Donc, vous voyez que dans la plupart des champs de nos vies, nos émotions peuvent jouer un rôle. Alors, le modèle dont je vous parlais, et puis ce sera ma conclusion, c'est un modèle très général
que vous pouvez appliquer probablement à n'importe quelle situation que vous vivez, dans laquelle vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui est la définition de base d'une prise de décision? C'est quand vous avez au moins 2 options face à une situation. Donc il y a la situation, et puis vous pouvez choisir option 1, option 2, option 1. Tous les modèles de la prise de décision proposent que d'une manière ou d'une autre, on va évaluer chaque option pour prendre une décision. Et puis, une fois que la décision est prise, eh bien, il y a des conséquences. D'accord ? Vous aviez décidé de venir, eh bien voilà, vous êtes là, une conséquence de cette décision. Alors, ce modèle, c'est un petit peu envahissant ces 3 effets, mais je vais vous les détailler maintenant. Jennifer Lerner, qui dirige le laboratoire à Harvard de prise de décision, est une psychologue des émotions. Et donc, elle a développé du coup un modèle de la prise de décision qui intègre 3 grandes formes d'émotions. Je commence par les émotions dont on parle depuis tout à l'heure, qu'elle appelle les émotions intégrales. Intégrales parce qu'elles font, disons, partie intégrale du processus émotionnel lui-même, qui sont les émotions déclenchées par les options. C'est-à-dire, quand vous êtes... je vais près de prendre un exemple, c'est plus simple. Imaginez que vous alliez dans un magasin, c'est bientôt Noël, pour acheter un parfum. Okay ? L'émotion intégrale, ce serait l'émotion qui est à propos de chacune des options. Vous vous souvenez, depuis le début, on dit qu'il y a le processus de déclenchement et qu'une émotion est à propos de quelque chose. Donc en fait, à chaque fois que vous sentez le parfum, vous pouvez avoir une réaction émotionnelle à propos de ce que vous sentez. Donc en fait, vous pouvez avoir une émotion, je sais pas, du plaisir, plutôt, pourquoi pas du dégoût pour certaines odeurs, etc. Donc à chaque fois, il peut y avoir une émotion. Ça, c'est l'émotion dite intégrale. Et ça, ce sont des émotions qui sont très utiles potentiellement dans la prise de décision, parce que ça révèle en quelque sorte vos valeurs et ce que vous aimez. Et ce serait un peu paradoxal, du coup, choisir une odeur qui est celle qui vous plaît le moins. D'accord ? Donc on utilise ces émotions-là, du coup, pour prendre la décision. La même chose au niveau des décisions morales, politiques, esthétiques, etc. Les émotions anticipées, eh bien, ce sont toutes les émotions que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous projeter que vous allez ressentir telle ou telle chose. Par exemple, quand vous avez, et je vous en remercie, décidé de venir à cette conférence, vous avez probablement anticipé une émotion d'intérêt, d'accord, que ça va vous intéresser. Donc, même si on ne ressent pas une émotion sur le moment, on peut imaginer que telle situation déclenchera telle émotion. Si vous décidez où vous allez en vacances, typiquement, vous allez probablement comparer les types d'émotions potentiellement déclenchées, les émotions anticipées. Et vous voyez, donc ces émotions-là, elles sont potentiellement utiles à la prise de décision parce qu'elles sont à propos réellement des options. Donc là, votre ami qui vous dit « écoute tes émotions », s'il parle des émotions qui sont à propos des options, ça vaut peut-être la peine de l'écouter. Par contre, ces émotions-là sont celles dont il faut toujours se méfier pour prendre la décision. Ce sont les émotions dites incidentes. Pourquoi il faut s'en méfier ? Parce qu'elles ne sont pas à propos des options. Ce sont des émotions qu'on aurait à propos d'autre chose qui seraient arrivées indépendamment de la situation pour laquelle on doit choisir. Typiquement, imaginez que vous devez prendre une décision importante et puis vous venez de vous disputer avec votre conjointe ou votre conjoint, vous êtes en colère. Est-ce que le fait que vous soyez disputé avec votre conjointe ou votre conjoint et que vous soyez en colère devrait affecter une décision que vous prenez au travail ou que vous prenez par rapport à l'achat de quelque chose ? Probablement pas. Parce qu'elle n'est pas à propos de l'objet de la décision. Donc ces émotions incidentes que l'on a au moment où on doit prendre la décision, mais qui ne sont pas à propos des options de la décision, c'est celles-là dont il faut vraiment se méfier. Et d'où l'intérêt d'être capable de les reconnaître et puis de les réguler, par exemple, si on veut les réguler. Donc je prends juste un exemple ici. Pour les odeurs, ce serait l'émotion déclenchée par chaque parfum. Émotion anticipée, vous pouvez anticiper des compliments que vous auriez en ayant tel ou tel parfum. Et puis l'émotion incidente, ce serait, je sais pas, la musique qu'il y a dans le magasin, le sourire de la vendeuse ou le sourire du vendeur, qui va aussi déclencher des émotions, mais qui ne seront pas à propos de ce que vous voulez acheter. Et du coup, vous voyez pourquoi j'ai tellement insisté sur l'importance de considérer que les émotions sont déclenchées par des événements spécifiques et à propos de ces événements-là, parce que quand l'émotion que vous avez elle est à propos d'autre chose, ce n'est pas forcément souhaitable qu'elle influence votre décision. Voilà. Pour ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'étais un petit peu long, je suis désolé. Et c'était très chouette de vous avoir ici. Merci beaucoup.
Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions, des points à discuter. Pendant des heures. C'est très gentil. On a encore, voilà. On a encore Karim, combien on peut... 10 secondes. Pour des questions, alors j'ouvre madame. Pardon, moi je vous laisse. Vous dites que l'émotion, c'est nécessairement sur un laps de temps assez court, et ça se transforme en humeur, d'après vous, si vous vous sentez encore dans... Alors c'est l'idée, c'est l'idée. L'idée, c'est que l'émotion, elle va être attachée à quelque chose. C'est aussi probablement pour ça que les enfants, mais nous aussi, on peut en fait assez facilement changer d'une émotion à l'autre en fonction des situations. Les enfants passent assez facilement du pleur au rire, par exemple, selon les situations qu'ils vivent. Et puis nous aussi, même quand on est dans des périodes de grande tristesse, par exemple, ça peut quand même nous arriver d'avoir un fou rire ou de penser à quelque chose de positif. Donc il y a vraiment des épisodes comme ça, émotionnels, mais qui peuvent être sur une disposition affective qu'on aurait qui est de tristesse ou de joie, qui serait une humeur, qui du coup serait plus tellement liée à un objet déclencheur spécifique, mais qui serait quand même un état dans lequel on est pendant une journée entière, par exemple. Donc ça, c'est l'hypothèse, et c'est ce que quand même les recherches suggèrent, c'est que cette humeur, elle peut exister, elle peut être assez forte, et elle peut du coup s'appliquer à plein de situations de nos vies, contrairement à l'émotion qui, elle, serait vraiment liée à un objet à un moment donné, et du coup, qui durerait et puis qui s'éteindrait, simplement parce que si jamais elle durait vraiment très très longtemps, ça pourrait créer pour l'organisme un stress qui serait assez fort. Il y a par exemple des collègues qui proposent que le stress pourrait être justement ces situations dans lesquelles une émotion dure beaucoup trop longtemps et épuise l'organisme. Situation de burn-out ou autre, par exemple. Voilà, c'est ce que proposent ces recherches-là. Oui ? Oui. Absolument. Alors c'est le cas, par exemple, dans un deuil, avec la tristesse, c'est que probablement, effectivement, on peut être triste très longtemps et très souvent, mais le très longtemps serait qu'à chaque fois qu'on pense à la perte, à la personne, ça déclenche de la tristesse. Et vous êtes sûrement rendu compte que dans ces cas-là, il y a des ruminations, il y a des préoccupations. Quand on vit quelque chose de très très fort émotionnellement, positif ou négatif, on y pense beaucoup. Et en fait, quand on y pense, ça peut redéclencher l'émotion en question. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'elle dure très très longtemps, mais c'est juste qu'elle est déclenchée très souvent. Enfin, c'est ce qu'on pense avec ces modèles. Oui ? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'oubli, d'un oubli sélectif, en quelque sorte volontaire mais inconscient ? Alors, peut-être déjà, l'oubli, c'est l'aspect naturel de tout ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'en général, on va oublier les choses. C'est-à-dire pour pouvoir mémoriser et se rappeler de cette chose, notre cerveau va oublier d'autres choses. Donc il ne faut pas penser que l'oubli, c'est un problème. Alors ça peut le devenir, évidemment, soit dans certaines pathologies, soit dans certaines conditions. Mais en fait, en général, notre cerveau oublie énormément de choses. Je pense que dans 2, 3, 4, 5 ans, j'espère que vous vous rappellerez de certains éléments de cette soirée, mais beaucoup de choses auront été simplement oubliées. Donc ça, il ne faut pas oublier que la courbe normale de la mémoire, quelque part, très souvent, c'est l'oubli. Après, il y a certains éléments qui vont ne pas être oubliés. Et ce qu'on pense, c'est que ce sont les éléments qui ont une pertinence pour l'individu. Ça peut être une pertinence affective, ça peut être parce que à un moment donné, c'était très important pour la personne de s'en rappeler, puis du coup, ça s'est resté encodé très fortement, parce que ça revient souvent dans une mémoire autobiographique, du coup, on en parle très souvent, puis du coup, ça se consolide encore plus fort. Après, mais votre question, elle était un petit peu différente, elle était sur un oubli qui serait volontaire, mais est-ce que vous pouvez préciser, parce que je ne suis pas sûr de vous suivre là-dessus. Je vous donne un exemple. Oui. Les obsèques de ma belle-mère. Je n'en ai Aucun souvenir. Et tout d'un coup, j'ai une fois demandé à mon fils où ça avait eu lieu. Ça m'est revenu en mémoire. Ouais. Depuis, je l'ai toujours oublié. Ok. Alors, ce que vous décrivez, c'est un phénomène qui est fascinant de la mémoire. C'est que des fois, on a l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais en fait, sachez que même si vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose,
ça ne veut pas du tout dire que c'est effacé. C'est-à-dire que les modèles actuels de la mémoire ne sont pas du tout comme les modèles qu'on peut avoir d'un disque dur d'un ordinateur. Et encore, pour un disque dur, vous savez qu'on efface, mais des experts peuvent essayer de retrouver des informations qui y sont. Eh bien, on est un peu dans la même situation, et ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, l'amorçage, le terme. C'est-à-dire que quand une information, on pense l'avoir oubliée, eh bien, on a une amorce ou un indice qui va réactiver l'ensemble du souvenir. Et je pense que vous avez toutes et tous, à un moment donné de votre vie, fait cette expérience où, je ne sais pas, vous vous souvenez plus le nom de quelqu'un, puis on vous donne son prénom, puis là, tout de suite, vous vous rappelez de son nom. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir oublié son nom. Donc, en fait, notre mémoire associative nous permet, en donnant une information A, d'aller retrouver une information B, même si on pensait l'avoir oubliée. Par contre, sur l'aspect volontaire, là, je ne sais pas si ce sera à vous de nous dire si vous avez volontairement oublié cette situation, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit en général volontaire. C'est un peu la course naturelle de nos souvenirs, de s'enfouir, et puis on peut, grâce à des indices, les récupérer. Oui. Chaque personne a une manière d'exprimer les émotions différentes et puis plus ou moins fortes. Et puis je voulais savoir l'impact de cacher ces émotions, de ne pas les exprimer. Et aussi, peut-être, est-ce que vous expliquez les différences entre les hommes et les femmes par rapport à ça et à leurs conséquences? Ok, grande question, merci. Vaste sujet. Alors, il y a de grandes différences, en fait, notamment entre les cultures, sur déjà le type de situation qui peut déclencher telle ou telle émotion, et puis sur la manière, en fait, dont les individus vont accepter ou non, mais ça peut être totalement involontaire dans le sens où ce sera automatisé, intériorisé, mais vont exprimer ou non leurs émotions. Donc c'est ce que Paul Ekman, par exemple, a appelé des display rules, c'est-à-dire qu'il y a des règles d'expression qu'on internalise, et puis on sait que dans telle ou telle situation, par exemple, on est tous ensemble ici. Peu de gens, même s'ils reçoivent quelque chose de très drôle sur leur téléphone WhatsApp pendant la conférence, vont éclater de rire en public. Alors que si vous étiez chez vous avec des amis, peut-être vous le feriez. Donc on arrive à exprimer nos émotions en fonction des situations sociales, et on peut être très bon à le faire. Et donc vous voyez que, du coup, une personne va potentiellement exprimer différemment ses émotions selon le contexte social qu'une autre, peut-être quelqu'un, lui, éclaté de rire, puis tout le monde le regarderait en disant « mais ça ne correspond pas du tout aux normes sociales à Genève en 2022 », mais il exprimerait quand même cette émotion. Sur la question de savoir est-ce que c'est un problème ou pas d'exprimer, de cacher, disons, ces émotions, globalement, la recherche suggère que c'est un problème, parce que c'est une stratégie de régulation des émotions qu'on appelle parfois la suppression, c'est-à-dire de ne pas montrer quelque chose, qui peut être aussi problématique que de montrer une émotion qu'en fait on ne ressent pas sur le moment. Ça a été beaucoup étudié dans le domaine de la vente, par exemple, où à une certaine époque on forçait les vendeuses, surtout, les vendeurs il y en avait moins, mais les vendeuses à toujours exprimer un grand sourire, où il y a eu des études sur les hôtesses de l'air, par exemple, aux États-Unis, où elles devaient tout le temps sourire. Et là, évidemment, si ce n'est pas congruent avec l'émotion qu'on ressent, c'est potentiellement problématique. Donc, le fait... Alors, évidemment, si jamais on est dans une situation où on risquerait de se faire agresser si on montrait sa colère, il vaut mieux ne pas la montrer, on est d'accord. Mais sur le très long terme, comme stratégie pour un individu de ne jamais exprimer ses émotions, ce n'est pas forcément positif. Mais par contre, le fait d'exprimer très fortement ses émotions, il n'y a pas non plus beaucoup de résultats qui suggéreraient que ça les diminuerait. Vous savez, il y a souvent cette idée, crie un bon coup, exprime ta colère, ça ira mieux après, etc. C'est pas évident que ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens où tout le monde sait que vous êtes en colère. Du coup, éventuellement, ça peut faciliter certaines situations. Les gens peuvent, notamment pour la tristesse, ça c'est un grand domaine qu'on appelle le partage social des émotions, que Bernard Rimet a beaucoup étudié, sur l'importance en fait d'exprimer ses émotions à autrui dans un contexte social, parce que quand c'est une émotion de détresse, comme la tristesse par exemple, la détresse, la peur, eh bien du coup les autres peuvent reconnaître ce signal de détresse, et puis si ce sont des gens proches, ils peuvent en parler à votre famille, aux autres, qui peuvent du coup faire une espèce de groupe un peu de sécurité autour de vous. Donc ça c'est une claire utilité d'exprimer son émotion. Par contre, l'idée que le fait d'exprimer, ça va la diminuer, c'est moins... Et puis sur les hommes et les femmes, il y a beaucoup d'études, comme vous pouvez l'imaginer. Beaucoup plus d'études sur, non pas l'expression, mais sur la reconnaissance des émotions.
Et messieurs, bouchez-vous les oreilles, mais globalement, ce sont des petits effets, d'accord, mais globalement, il y a quand même une relative supériorité des femmes pour la reconnaissance des émotions, voilà, quand on regarde l'ensemble des études. Mais pour les expressions, il y a peu d'études, à ma connaissance en tout cas, vraiment sur le fait de les exprimer. Ben, je pourrais en parler longtemps, mais il y a aussi beaucoup de stéréotypes, en fait, genrés dans les émotions. Voilà. Est-ce que vous avez dans votre pipeline un livre grand public que vous allez écrire ou, sur ce sujet? Parce que c'est tellement vaste, et tellement alors, on a fait des livres, c'est vrai, plus académiques. Le seul livre grand public que j'avais fait, c'était il y a longtemps, mais c'était plutôt pour les enfants. On a fait en fait un livre qui s'appelle « Voyage au cœur des émotions » pour les 10-12 ans, qui est un livre un peu d'introduction aux émotions fait pour les 10-12 ans, qui est très sympa, aux éditions du Pommier. Donc ça s'appelle c'est une collection qu'ils ont, les mini-pommes, où ils demandent à des scientifiques d'écrire pour les enfants de 10-12 ans. Voilà, donc ça fait... C'est gentil. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer cette conversation autour d'un apéritif. Merci pour votre présence nombreuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention et de votre intérêt. Merci à vous.